à tous, bienvenue sur le plateau de France 3 Sat pour une nouvelle édition, 40 minutes consacrées au second tour de l'élection législative 2012, au programme des directs, des réactions, des analyses de notre politologue Olivier Hill, mais tout d'abord priorité aux nouveaux résultats avec Grégoire Bouscambert. Oui Isabelle, et bonsoir à tous. Des résultats donc qui arrivent au fur et à mesure. Je vous propose tout de suite de partir en région Île-de-France dans les Hauts-de-Seine avec une circonscription regardée de près puisque c'est la 9e avec un duel de droite ici. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur, se retrouvait face à l'UMP dissident Thierry Solère et c'est donc ce candidat qui a été élu ce soir. Claude Guéant est donc battu. Autre résultat en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, 2e circonscription, la situation de Valérie Rousseau-de-Bord pour l'UMP dans cette circonscription reconfigurée n'était guère enviable puisqu'elle était devancée la semaine dernière par le député sortant socialiste Hervé Féron et c'est ce député sortant qui a donc été réélu avec 54,15% des suffrages. Autre résultat dans le Nord-Pas-de-Calais, nous partons dans le Nord, 10e circonscription. Ici, le député sortant Christian Van Est, exclu de l'UMP, avait été battu dès le premier tour. La candidate socialiste était en ballottage avec le candidat UMP et c'est le candidat UMP qui l'a finalement remporté. Enfin, un résultat dans le Tarn-et-Garonne, première circonscription. Valérie Rabault, socialiste, était arrivée en tête face à la sortante Brigitte Barège, députée et maire UMP. Ici, le grand arbitre du second tour devait être le Front National et c'est donc la candidate socialiste qui a été élue avec 54,09% des suffrages. Merci à vous Grégoire Bouscambert. Olivier Hill, réaction de tête de pont de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Claude Guéant et Valérie Rousseau-de-Bord ont perdu ce soir. Oui, pour M. Guéant, c'est une demi-surprise car rappelons-nous que Nicolas Sarkozy avait réalisé un très bon score dans cette circonscription, dépassant les 60%. C'était, il faut le dire, ce que l'on appelle une circonscription clé en main, vraiment assurée d'avance de reconduire cette couleur politique. Et là, il est victime d'une dissidence. Il y en a eu aussi au sein de son propre parti et M. Solère a fait entendre la voix au fond du territoire, des réseaux locaux. La dimension du local a pris le dessus une fois encore sur ce qui était perçu comme un parachutage, celui d'un haut fonctionnaire dans l'arène électorale. Tout de suite, je vous propose de rejoindre Philippe Réjani à Aigues-Mortes. Philippe Réjani, est-ce que vous avez de nouvelles informations sur le déroulement de cette soirée à Aigues-Mortes ? Ah bah là j'allais dire que maintenant c'est plié, ça y est, Gilbert Collard est bel et bien élu dans la 2e circonscription du Gard et je peux vous dire qu'ici tout le monde n'a de yeux que pour lui. Je vais vous rappeler les scores. Gilbert Collard 42,82% des suffrages exprimés, Cathy Guyot sa rivale socialiste 41,56% et Étienne Mouru, le député UMP sortant, 15,63%. Alors ici c'est un événement pour les militants frontistes à double titre. Après 14 ans d'absence, le FN fait son retour à l'Assemblée nationale. Et puis la digue UMP-FN, cette fameuse digue, c'est ici fissurée dans le Gard. Nul doute que cela va être observé de près par Paris. Et à ce titre-là, c'est une victoire personnelle pour Gilbert Collard dans son opération rapprochement avec l'UMP. Le message qu'il a lancé pendant plusieurs jours a été entendu par les électeurs UMP qui finalement ont fait gagner le FN ici, alors qu'on craignait, les électeurs frontistes craignaient justement que le maintien de l'UMP les fasse perdre et fasse basculer la circonscription à gauche. Pour Gilbert Collard, la victoire n'en est que plus belle. Il vient de l'évoquer tout à l'heure, un commencement, allusion au fait qu'il va sans doute poursuivre ses efforts pour abattre cette digue républicaine avec une partie de l'UMP. Une opération d'ailleurs que celui qui n'a pas sa carte, toujours pas sa carte au Front National, entend mener sous l'étendard du Rassemblement Bleu Marine. Voilà, est-ce qu'on va écouter peut-être Gilbert Collard, la réaction de cet élu du Front National à Aigues-Mortes ce soir ? Avec le mode de scrutin qui nous vole alors qu'on représente plus de 6 millions d'électeurs et d'électrices, c'est un beau parcours. Tout est fait pour nous empêcher d'être dans l'expression démocratique. On y est arrivé malgré tous les obstacles, malgré tous les pièges, malgré toutes les diffamations, et on y est. Il y en a deux. C'est un commencement, parce que moi je ne serais pas député ce soir si Marine n'avait pas été là. C'est elle qui a porté notre victoire. Sans elle, et sans les électeurs et les électrices qui ont cru en elle, et sans les électeurs et les électrices de l'UMP qui ont cru à travers moi en elle, on ne serait pas là. Donc Marine reste le chef incontesté et incontestable du Rassemblement Bleu Marine. Voilà l'avocat Gilbert Collard qui va faire son entrée dans l'hémicycle au nom du Front National. Une réaction, Olivier Hill ?
Oui, que le scrutin majoritaire à deux tours bipolarise la vie politique, on le savait. En l'occurrence, ici, le Front National n'avait pu bénéficier d'une véritable représentation à l'Assemblée nationale qu'en 1986, avec un scrutin proportionnel intégral dans le cadre des départements. Il avait pu envoyer 35 députés. Ce mode de scrutin, le proportionnel, est aussi celui qui est le plus pratiqué dans l'Union européenne. 24 sur 27 pays connaissent ce scrutin ou un scrutin mixte. C'est donc, on le sait, un chantier qui s'ouvre. Il va falloir réfléchir pour tous les états-majors à la meilleure façon d'organiser ce scrutin proportionnel. On parle de 10 à 15% de sièges. Il faudra notamment veiller ici, et ce sera très important pour ce type de configuration électorale, au seuil de représentativité qui permettra à ces voix de se transformer en sièges. Au plus fort reste, à la plus forte moyenne, tout ça ce sont des débats techniques. Il faudra regarder en tout cas comment on met en œuvre désormais cette exigence de représentation égale des voix, donc des sièges. Direction les réseaux sociaux avec Stéphane Hilarion, où on parle ce soir de Gilbert Collard. Stéphane. Oui, on parle beaucoup de l'élection de Gilbert Collard. Beaucoup de réactions, pas forcément des sympathisants de Gilbert Collard, vous vous doutez bien. Voilà, regardez ce tweet que Margot Vidal nous envoie. La victoire de Collard est le symbole de la crise démocratique française. Et puis, Gilbert Collard parlait de vol il y a un instant. Regardez, beaucoup de réactions aussi, notamment ce tweet. Le FN n'a que 3 sièges avec tant de millions de voix. Idem pour le MoDem, politique, magouille, le Parlement ne représente pas la France. Voilà le type de message que l'on peut voir sur Twitter. Et je vous rappelle que vous pouvez continuer de nous envoyer des photos et de réagir. Bien sûr, Stéphane Hilarion relèvera et relatera toutes vos réactions. Tout de suite, de nouveaux résultats avec Grégoire Bouscambert. Oui Isabelle, continuons notre tour de France. Partons en Île-de-France, direction la Seine-et-Marne, 4e circonscription. Christian Jacob, maire de Provins et président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, était en ballottage favorable face à la candidate socialiste. Il a été élu sans surprise ce soir avec 59,26% des voix. Autre résultat, en Aquitaine, en Gironde, 2e circonscription. Ici, c'est la circonscription à laquelle Alain Juppé avait renoncé. La sortante socialiste Michèle Delaunay, ministre des Personnes âgées, avait amélioré son score de 2007 la semaine dernière et demeurait en ballottage très favorable. Elle a donc été élue sans grande surprise et peut rester ainsi au gouvernement. Direction la région centre, en Indre-et-Loire, 3e circonscription. Ici, c'est la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, qui avait fait un bon score la semaine dernière. Elle est élue là encore sans surprise et peut là aussi rester au gouvernement. Enfin, nous partons dans le Var, 3e circonscription. Le parachutage réussi de Bruno Gollnisch dans la 3e circonscription qui affrontait au second tour le sortant UMP Jean-Pierre Girand et le candidat radical Joël Canapa. Et vous le voyez, Bruno Gollnisch a été battu puisque c'est le candidat UMP qui a été élu avec 43,41% des voix. Merci à vous Grégoire Bouscambert. Je vous propose maintenant de rejoindre à la préfecture d'Arras Anthony Laurent. Anthony Laurent, comment se déroule cette soirée? Qu'avez-vous comme information nouvelle à nous proposer maintenant? Eh bien écoutez, on assiste ici comme au plan national à une victoire du Parti Socialiste dans le Pas-de-Calais et plus largement dans la région Nord-Pas-de-Calais. Alors vous savez, il y avait 12 sièges à pourvoir après le redécoupage électoral contre 14 précédemment. Avant de retrouver Anthony Laurent, je vous propose de poursuivre avec vous, Olivier Hill. Alors, Marine Le Pen a été battue, on le sait, d'une courte tête par Philippe Kevel, le maire de Carvin, le socialiste. Est-ce que ça veut dire que Marine Le Pen a prémédité en quelque sorte sa défaite, puisqu'elle a dit qu'elle ne serait pas candidate à la mairie ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la municipale de 2014 sera particulièrement suivie, disputée. On le sait, ce scrutin est plus favorable à des forces politiques comme le Front National. D'abord parce qu'on peut se maintenir au second tour après avoir eu au premier tour 10% des suffrages exprimés et plus. Par ailleurs, il est possible de rallier d'autres listes si l'on a obtenu entre 5 et 10%. Donc, c'est un scrutin qui est plus souple, qui offre plus de possibilités d'alliance. Et par ailleurs, c'est un scrutin de liste, même s'il y a une prime majoritaire dans les communes depuis 3500 habitants. C'est donc une configuration de jeu qui devrait permettre à des forces politiques comme celle-ci de trouver au fond de meilleures chances de représentation. Oui, en ne gagnant pas cette élection, Marine Le Pen garde la possibilité de s'exprimer encore plus fort. Ce que vous appelez le ministère de la parole. Oui, c'est une des traditions d'ailleurs de tous les mouvements populistes, celle qui consiste à pouvoir promettre, à pouvoir élaborer des horizons enchanteurs, à pouvoir mettre en avant des yakas, faucons. Cette démarche est le propre de tous les mouvements en Europe qui relèvent de cette
dynamique politique. On le sait aussi, c'est lorsque les responsabilités sont assumées que les choses compliquées adviennent. C'est là qu'il faut faire preuve de sang-froid, de courage politique, et puis mettre en œuvre des programmes dans des circonstances difficiles. Ce ministère de la Parole, on le sait, va pouvoir continuer à bénéficier au Front National. On verra tout de même jusqu'à quand, et on verra comment des alliances peuvent changer la donne ici. Allez, on retourne à la préfecture d'Arras où on retrouve Anthony Laurent qui nous raconte les derniers événements de la soirée. Eh bien écoutez, je vous disais qu'on assistait ici, comme au plan national, à une victoire du Parti Socialiste, puisque dans le Pas-de-Calais, et plus largement d'ailleurs dans la région Nord-Pas-de-Calais, alors ici dans le département, il y avait 12 sièges à pourvoir contre 14 avant le redécoupage. La gauche en remporte 11, la droite un seul. C'est un de moins qu'en 2007, avec la défaite notamment d'André Flageolet. Alors c'est une victoire pour le Parti Socialiste, mais c'est également un très bon point pour Martine Aubry, qui, vous le savez, tente de reprendre la main après les affaires qui ont secoué la fédération du socialiste du Pas-de-Calais, et c'était notamment le cas dans la 11e circonscription où elle a imposé Philippe Kemel contre le député sortant Albert Facon. On dit même que les primaires auraient été un peu trafiquées à l'intérieur du Parti Socialiste pour permettre à Philippe Kemel, le maire de Carvin, de se présenter et donc de battre Marine Le Pen de 118 voix. Une très courte victoire que la présidente du FN tente de contester, puisqu'elle a annoncé qu'elle déposerait un recours devant le Conseil constitutionnel après ce deuxième échec aux législatives à Hénin-Beaumont, et malgré des scores très très impressionnants dans cette ville. Voilà, je vous propose maintenant d'écouter la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, qui avait été éliminé au premier tour à Hénin-Beaumont, et lui dit que c'est en gros grâce à lui que Philippe Kemel, le socialiste, l'a emporté ce soir. On l'écoute. Je me dis qu'on a eu chaud, hein. Et j'avais bien raison de dire qu'il fallait mettre les bouchées doubles au travail, que ce soit au premier tour, et vous avez vu que j'avais gagné 1000 voix. J'étais majoritaire dans 8 communes sur 14 à l'intérieur de la gauche. Et j'avais bien compris que si la dynamique était à ce point de mon côté, c'est qu'il y avait un problème côté socialiste. Ils ont perdu 8000 voix. Mais non, eux étaient tout tranquilles, les sondages des données gagnants. Nous avons eu dans le grand quotidien régional, on annonçait M. Kemel en tête avec 57 contre 43. Ça lui a servi d'argumentaire pour me battre au premier tour. Mais au deuxième tour, heureusement que j'y suis retourné. Parce que comme il ne faisait absolument rien, peu s'en est fallu que tout soit emporté sans qu'il y ait la moindre résistance. Donc je crois que j'ai bien fait de me battre. Je pense qu'il a eu tort de ne pas accepter le débat avec Madame Le Pen à la télévision, parce que c'était une magnifique occasion qu'a fait 3 au frais de pouvoir avoir une discussion face aux citoyens, et il s'en est fallu de très peu que toutes ces absences ne finissent par être une défaite. C'était la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose maintenant d'écouter tout de suite celle de Marion Maréchal Le Pen, qui a été élue ce soir à Carpentras à l'âge de 22 ans. Je suis heureuse d'être la porte-parole de cette jeunesse française qui sera demain le fer de lance de la nouvelle espérance incarnée par le Front National et par Marine dans ce magnifique pays du comtat vénessin. Les Français ne veulent pas de ce monde froid où tout est fait pour nous diviser, les uns s'adressant aux privilégiés, les autres aux profiteurs, certains aux seules minorités. Notre force, c'est notre message qui dépasse chacune de ces catégories. Notre message s'adresse à chaque patriote, chacun d'entre nous qui, au-delà de ses particularités, a choisi d'adhérer aux valeurs et de poursuivre l'histoire qui a forgé notre identité et notre grandeur. Marion Maréchal Le Pen depuis Carpentras ce soir. Je vous propose de retrouver tout de suite Grégoire Bouscambert pour de nouveaux résultats. Oui Isabelle, et nous continuons notre tour de France avec ces résultats qui arrivent au fur et à mesure. Direction de Vaucluse, première circonscription. La socialiste Michel Fournier-Armand devançait le frontiste et l'UMP Valérie Wagner. Et vous le voyez, c'est donc Michel Fournier-Armand qui récupère le siège de Marie-Josée Roig, maire UMP d'Avignon, qui ne se représentait pas à la députation. Autre résultat, dans la Loire, 4e circonscription, le maire UMP Dino Cinieri était en ballottage défavorable. Il était confronté à une triangulaire face à la candidate écologiste et au Front National. Et vous le voyez, malgré tout, il a été élu avec 41,96% des voix. Direction le Languedoc-Roussillon, dans le Gard, dans la première circonscription. Ici se jouait une triangulaire avec le Front National. Françoise Dumas, vice-présidente du Conseil régional, était arrivée en tête la semaine dernière. Alors, comment allaient se répartir les voix du Front National? C'était la question, et c'est donc la candidate socialiste qui a été élue ce soir. Enfin, direction la Picardie, dans l'Aisne, 5e circonscription. Là encore, il se jouait une triangulaire avec le Front National. Le report des voix du FN était en question, et c'est le candidat du Parti radical de gauche qui a donc été élu avec 42,21% des voix.
Merci à vous Grégoire Bouscambert. Je vous propose maintenant d'écouter Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant l'élection et la campagne des présidentielles de 2012. Nathalie Kosciusko-Morizet qui l'a emporté à Longjumeau. On l'écoute. Je pense que c'est une victoire de la citoyenneté et une victoire de la morale. Je pense que c'est une victoire de la citoyenneté parce que les électeurs ont massivement rejeté les oukases de l'appareil du Front National et ils se sont comportés en électeurs libres. Madame Le Pen avait appelé non seulement à me faire battre, mais aussi à voter socialiste, et elle subit ce soir un échec. Tout de suite, Olivier Hill, une première réaction oukase du FN qui n'ont pas été apparemment entendues. Oui, on le sait, Madame Kosciusko-Morizet avait été mise à l'index, elle figurait sur cette fameuse liste noire des députés UMP que le Front National souhaitait voir battus à l'occasion de ce scrutin. Elle montre à travers cette victoire que l'on peut au fond tenir le Front républicain un certain nombre de valeurs tout en gagnant des élections. Elle n'aura pas suivi les démarches visant à participer des valeurs communes entre UMP et Front National. On le sait, un sondage avait montré qu'une grande partie de l'électorat de l'UMP accréditait cette idée. Il faut que les frontières étaient poreuses désormais entre les deux partis. Elle a su, en tenant ses positions initiales, montrer que la victoire et une certaine manière de faire la politique étaient parfaitement conciliables. On va écouter un autre poids lourd du gouvernement Fillon qui a été élu ce soir, Xavier Bertrand. L'élection de Nathalie Kosciusko-Morizet, vous le disiez aussi de Benoît Apparu, mon élection montre bien d'ailleurs que ce soir, le résultat est très décevant parce que nous sommes en dessous même du résultat de 97, avec un nombre de triangulaires bien inférieur, ce qui montre bien que nous ne retrouvons même pas le score de Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Et en revanche, nous allons avoir un travail de remise en cause profond, parce que nous venons de perdre 2 élections majeures aujourd'hui et qu'il nous faut vraiment revenir sur nos valeurs et d'une certaine façon à l'esprit de 2007. C'est vraiment retrouver le P de populaire qui est important à mes yeux. Alors Olivier Hill, remise en cause, le mot est prononcé. Oui, la formule le dit sans embâge. Xavier Bertrand participera de la dispute sur le leadership de l'UMP. Il sera aux côtés de François Fillon et de Jean-François Copé pour fixer la ligne qui sera celle de l'UMP lors des prochains scrutins. Front républicain, théorie du ni-ni, conciliation. Il y a différentes hypothèses, différentes voies au fond d'accès pour retrouver plus de vigueur à droite. Et Xavier Bertrand, en échappant à ce deuxième tour qui était difficile pour lui, en montrant à nouveau qu'on peut gagner sur une ligne où au fond morale et politique se rejoignent, participera donc de ces débats. Direction Pau, où François Bayrou a échoué ce soir à l'élection de député. Jean-François Lixon, on vous écoute ce soir sur les toutes dernières informations de la soirée à Pau. Oui, alors ce soir à Pau et plus largement dans les Pyrénées-Atlantiques, les socialistes emportent 4 des 5 sièges, le 5e allant à un candidat MoDem, mais vous l'avez dit, pas à François Bayrou. François Bayrou arrivé 7 points derrière la socialiste Nathalie Chaban. Ce sera donc Jean Lassalle, réélu ric-rac dans la 4e circonscription, qui sera donc à nouveau l'un des 2 élus de son courant à l'Assemblée. De son côté, l'UMP et Michel Alliot-Marie a perdu son siège dans la 6e circonscription au profit de la socialiste Sylviane Allo. Alors pour François Bayrou, le coup porté par les électeurs sera sans doute fatal à sa carrière politique. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il a déclaré que le choix des électeurs allait l'entraîner à changer la forme de son engagement. Alors François Bayrou à la tête d'une grande institution, pourquoi pas? Dans l'arène politique, c'est beaucoup moins sûr, encore qu'avec lui, tout peut encore arriver. Par ailleurs, ici on ne donne pas cher de l'avenir du MoDem. À force de se montrer, très dirigiste dans la conduite de son mouvement, François Bayrou y avait trop attaché son nom pour que le mouvement survive à une défaite législative comme celle de François Bayrou. Le Béarnais a sans doute échoué définitivement à faire du centre autre chose qu'une force d'appui à la droite parlementaire. Merci à vous Jean-François Lixon, vous étiez à Pau. Olivier Hill, est-ce que pensez que François Bayrou peut un jour devenir Premier ministre d'une présidence de François Hollande ? C'est spéculé ? Par définition, tout est possible. En politique, cela dit, c'est peu probable, peu plausible, compte tenu à la fois de son score, de la stratégie, du positionnement qui est le sien, et puis aussi de la majorité désormais absolue dont dispose le Parti socialiste avec ses partenaires immédiats. Comment imaginer qu'il ait besoin désormais de passer des alliances de cette nature ? Derrière cette question, il y a aussi la question des petits partis dans le scrutin. Il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont finalement les écologistes tirent leur épingle
épingle du jeu, grâce notamment à un accord de mandature passé en novembre dernier, et dont le Front de gauche, avec le Parti communiste en son sein, parti à 19, espérant 30, ne revient qu'avec 10 ou 12 mandats dans son escarcelle, c'est peu. Ces partis ont été laminés par le processus de bipolarisation qui a été très marqué, très frappant lors de ce scrutin. Même scénario pour les Verts ? Même scénario pour les Verts, qui étaient 4 lors de la précédente législature, qui vont être sans doute entre 18 et 20 dans cette nouvelle Assemblée. Ils vont pouvoir fonder un groupe. On verra la question de la taille des groupes. On parle de réformer le nombre minimal de députés. Il était à 15, il pourrait passer à 10. Le Premier ministre s'est engagé sur ce point. Cela permettra aux écologistes de disposer pour la première fois sous la Ve République d'un groupe parlementaire avec tout les droits afférents, c'est-à-dire notamment en matière d'expression, de questions, de propositions de loi. Ce sera désormais une sorte de maturité politique acquise pour les écologistes. Et tout de suite, d'autres résultats avec vous, Grégoire Bouscambert. Oui, Isabelle, les résultats arrivent au fur et à mesure. Je vous propose de partir, si vous le voulez bien, dans les Bouches-du-Rhône et nous partons dans la 10e circonscription. Le sortant UMP Richard Maillet était confronté à une triangulaire avec le Vert François-Michel Lambert et la candidate du Front National. Et c'est donc le candidat d'Europe Écologie Les Verts qui a été élu ce soir. Autre résultat en Picardie, dans l'Oise, 6e circonscription, le député UMP sortant François-Michel Gonneau devait faire face à une triangulaire avec l'ancien député communiste Patrice Carvalho et le candidat du Front National. Et c'est donc Patrice Carvalho qui a été élu ce soir. Nous partons en Languedoc-Roussillon, dans l'Hérault, 7e circonscription. Ici se jouait une triangulaire avec le Front National. Le sortant UMP maire d'Agde, Gilles Détor, était arrivé en tête, mais c'est le candidat socialiste qui a été élu avec 42,92% des voix. Enfin, direction l'Île-de-France, les Hauts-de-Seine, 10e circonscription, et une personnalité bien connue, le maire d'Issy-les-Moulineaux, le nouveau centre, André Santini, était en ballottage très favorable face à la candidate d'Europe Écologie Les Verts, et sans grande surprise, il a été élu avec près de 54% des suffrages. Merci à vous, Grégoire Bouscambert. Je vous propose maintenant d'écouter la déclaration de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, et il confirme ce soir que les Français ont bien donné au Parti socialiste une majorité forte. On l'écoute. Les Français ont donc souhaité une majorité forte et cohérente au président de la République. De ce point de vue-là, je veux signaler tout particulièrement le fait que tous les membres du gouvernement candidats sont élus ou réélus. Nous attendons les résultats définitifs pour ce qui concerne Marseille et Madame Carlotti, mais cela semble être également en bonne voie. Manuel Valls, qui lui aussi a été réélu. Olivier Hill, une réaction ? Oui, avec plus de 320 députés, le Parti socialiste et ses partenaires immédiats font évidemment un score assez remarquable qui rapproche ce scrutin de celui de 1981, et les deux configurations sont très proches. Il s'agit sans doute d'une forme de réalignement partisan. On va entrer dans un nouvel échiquier politique dans les mois et années qui viennent. Rappelons que le Parti socialiste n'avait eu que 204 députés en 2007 et qu'au milieu des années 90, il avait connu des heures très difficiles, avec notamment en 1993 à peine 57 députés revenus au sein de l'hémicycle. C'est dire si ces résultats sont importants. Ils seront analysés avec plus de finesse dès demain matin. C'est une nouvelle aventure qui s'ouvre. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui s'exprime notamment sur le vote de La Rochelle. Je suis satisfait de l'élection de Dominique Bussereau, mais j'ai aussi des souffrances de ci, de là. Quant à La Rochelle, il est clair que ce qui est arrivé était assez prévisible et ça ne sert pas à grand-chose d'attaquer la droite dans cette affaire. Je pense que les coups les plus durs contre Madame Royal sont venus de la gauche et que parfois même de la gauche d'en haut. Et donc, je crois que dans cette affaire, il faut voir que le scrutin, suffrage universel, s'est exprimé et qu'il faut en respecter les résultats. Alors Olivier Hill, je vous voyais réagir et sourire aux propos de Jean-Pierre Raffarin. Oui, l'œil est avisé, la mine est satisfaite, presque gourmande. C'est l'occasion de rappeler que M. Raffarin était évidemment l'ancien président du Conseil régional Poitou-Charentes, celui auquel Mme Royal avait succédé. Quant à Dominique Bussereau, c'est le concurrent qui avait perdu lors des dernières élections présidentielles. Ce sont donc deux observateurs patentés de la vie politique locale.
Allez, direction justement La Rochelle où on retrouve Eric Haas pour de toutes dernières informations sur cette soirée très disputée. Eh bien, Isabelle, la soirée est quasiment terminée. Derrière moi, quelques journalistes encore. Les supporters d'Olivier Falorni se sont rendus en centre-ville où ils célèbrent leur victoire. Quant à Ségolène Royal, eh bien, elle l'a indiqué elle-même tout à l'heure, elle va prendre maintenant le temps de la réflexion pour voir comment elle va pouvoir peser sur la vie politique nationale, à défaut de pouvoir maintenant briguer le perchoir de l'Assemblée nationale. Donc, et puis, quant à Olivier Falorni, eh bien, lui, cet événement, tout ce qui s'est passé entre ces deux tours, son exclusion, tout ça, lui ont donné une soudaine et surprenante notoriété, lui qui était absolument inconnu jusqu'à présent. Alors quel va être son sort dans les années qui viennent? Eh bien, on va dire que pendant quelques temps, il va observer une période, on va dire, de purgatoire, le temps de se laisser un peu oublier au sein sûrement des non-inscrits sur les rangs de l'Assemblée nationale. Et puis après, et même si aujourd'hui Martine Aubry a annoncé qu'il n'était pas question de le réintégrer dans les rangs du PS, il retrouvera vraisemblablement sa famille d'origine. En fait, cette élection en Charente-Maritime a démontré une fois de plus le proverbe, ou plutôt la maxime qu'employait son maire et député emblématique d'alors, Michel Crépeau: La Rochelle est une ville belle et rebelle. Merci à vous Eric Haas, merci pour toutes vos précisions depuis La Rochelle ce soir. Olivier Hill, on a parlé de la présidence de l'Assemblée nationale qui lui échappait de fait à Ségolène Royal. Parlons à présent de la présidence de groupe où les candidatures se bousculent déjà. Oui, et celui qui tient sans doute la corde, c'est Bruno Le Roux, pour succéder à Jean-Marc Ayrault, le député de Seine-Saint-Denis, qui, selon de nombreux observateurs, devrait pouvoir être présent dans ses fonctions. On parle aussi d'un autre rendez-vous très important à la fin octobre. Dans quelle ville, on ne le sait pas, peut-être Pau, ce serait un clin d'œil tout à fait malicieux, peut-être Toulouse, celui du congrès du Parti socialiste. Il s'agira de désigner le ou la successeur de Martine Aubry. Et là aussi, des noms commencent à circuler, bien entendu, tout cela sera débattu, mais les noms de Jean-Christophe Cambadélis, les noms d'Harlem Désir, l'eurodéputé, ou encore celui de François Rebsamen, tous ces noms, d'autres encore, peut-être Pierre Cohen, seront évidemment objet de nombreux débats au sein de l'appareil. Priorité à l'analyse, mais aussi priorité aux résultats avec vous, Grégoire Bouscambert. Et oui, parmi les résultats qui viennent de nous parvenir et que nous vous communiquons, eh bien, il y a ceux dans la région Île-de-France, dans le département des Hauts-de-Seine, 13e circonscription. Ici, le député sortant UMP, président du Conseil général Patrick Devedjian, était en ballottage très favorable face au candidat du mouvement républicain et citoyen. Et sans surprise, Patrick Devedjian a donc été élu avec 50,18% des voix. Nous restons en Île-de-France, nous partons dans le Val d'Oise, 8e circonscription. Le député sortant socialiste, maire de Sarcelles, François Pupponi, était en ballottage très favorable face à la candidate du Parti socialiste. Il a donc été réélu ce soir avec 66,30% des voix, sans grande surprise. Direction la région Languedoc-Roussillon, dans le Gard, 6e circonscription. Ici se jouait une triangulaire avec le Front National. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts était arrivé en tête et c'est lui qui l'emporte avec 43,09% des voix. Enfin, un résultat dans la région Picardie, dans la Somme, première circonscription, l'ancienne circonscription de Maxime Grémetz. Pascal Boistard du Parti socialiste devançait l'UMP Stéphane Decailleux et donc eh bien, c'est Pascal Boistard qui a été élu avec 59,14% des suffrages. Merci beaucoup Grégoire Bouscambert et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration de Nadine Morano, l'ancienne ministre de l'apprentissage et de la formation professionnelle du gouvernement Fillon, qui a échoué ce soir. Non, je n'ai pas remporté cette circonscription. J'ai d'abord le sentiment du devoir accompli pour tout ce que j'ai pu apporter sur ce territoire avec la plus grande centrale solaire au monde. Ça restera ma plus grande fierté. Je fais partie de ces élus qui aiment la politique des résultats. Je crois l'avoir prouvé sur ce territoire. Aujourd'hui, dans cette circonscription qui est très difficile, et je le savais, qui en général joue la bascule électorale, je suis dans cette circonstance de bascule électorale au moment où la gauche a gagné les élections présidentielles. Alors évidemment, je pense aujourd'hui à tous les militants qui se sont battus sur le terrain, qui ont défendu des convictions fortes. Et je dois dire que si c'est de la déception, ce que je regrette le plus, ce sont les coups tordus, et notamment celle de M. Dahan, qui est un militant socialiste, qui à 48 heures des élections législatives a quelque peu sans doute pu intervenir sur ce scrutin
éteint d'une manière extrêmement négative en ayant monté des propos, tronqué une conversation. Je rappelle que M. Dahan, pour en finir, est un militant socialiste, président du comité de soutien d'une candidate aux élections législatives sur la première circonscription de Paris, et c'est pas très propre en réalité. C'était Nadine Morano qui vient d'échouer à Toul. Je vous propose maintenant de partir à Marseille, retrouver Vanessa Fies. Alors on attend avec impatience les résultats de la 5e circonscription, celle qui oppose Marie-Arlette Carlotti, ministre du gouvernement Ayrault, à Renaud Muselier. En savez-vous plus ce soir, Vanessa ? Oui, elle avait martelé ce matin qui ne risque rien n'est rien. Elle a risqué, elle a gagné. Donc, Marie-Arlette Carlotti remporte sa circonscription avec 51,8% des suffrages. Elle bat Renaud Muselier, qui était député ici depuis 1993. Tout à l'heure, il y a une demi-heure, il a remercié ses militants. Il a dit qu'il n'avait pas été épargné par les coups bas. Il a dit ce soir, on va rentrer à la maison, on verra demain. Il s'est dit enfin très inquiet pour sa ville. Voilà, en tout cas, son destin à la mairie de Marseille est peut-être hypothéqué. Merci à vous Vanessa Fies. Direction les réseaux sociaux avec vous Stéphanie Larion. Quelques réactions nouvelles. Oui Isabelle, alors je voulais vous montrer une photo, c'est la première photo d'Olivier Falorni dans une brasserie de La Rochelle, donc qui est en train de fêter sa victoire. Une petite réaction par rapport au nombre de femmes à l'Assemblée nationale, 108 femmes sur 577, ça fait une de plus que la législature précédente, ce qui place la France au 58e rang mondial entre le Venezuela et le Nicaragua. Et puis enfin ce petit tweet un petit peu drôle, Lefebvre est tombé par terre, c'est la faute à Zadig et Voltaire. On se rappelle de la fameuse bourde de Frédéric Lefebvre. Voilà. Merci à vous Stéphanie Larion. Olivier Hill, Marseille, ce qui se profile derrière ces combats de circonscription, ces combats d'hommes, ces rivalités, ce sont les élections municipales de 2014. Jean-Claude Gaudin a du coup la voie libre avec la défaite de Renaud Muselier. Oui, on connaît les rapports orageux entre les deux hommes, Renaud Muselier et Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin aura en 2014 74 ans. Il peut se représenter, il a d'ailleurs donné des signes en ce sens. Il pourrait donc être au fond le leader naturel d'une droite UMP qui va viser la reconduction de ce mandat. Côté Parti Socialiste, les choses sont encore partagées. On ne sait pas très bien comment les choses peuvent évoluer, mais Eugène Caselli, par exemple, l'ancien président de la communauté d'agglomération, qui s'est émancipé du système Guérini, peut emmener le Parti Socialiste, à moins que Patrick Mennucci lui conteste cette primauté au sein du Parti Socialiste. Les jeux sont ouverts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès ce soir, la campagne municipale commence. Sylvie Andrieux, dans la 3e circonscription, elle est sous le coup d'une information judiciaire et d'une mise en examen pour notamment détournement de fonds, complicité, détournement de fonds. Est-ce que son élection, si elle est acquise, poserait un problème au Parti Socialiste ? C'est-à-dire que l'image du Parti Socialiste dans la cité phocéenne risque d'être ternie par ces affaires. En même temps, ce qui illustre d'abord cette victoire, c'est la force des réseaux locaux, des liens de famille. La famille Andrieux, comme la famille Mas d'ailleurs, sont bien connus à Marseille, notamment dans les quartiers des 8e circonscriptions ou dans les quartiers des 13e, 14e et 18e arrondissements, le nord et l'est de la ville. Ce sont des liens forts qui ont montré leur capacité à résister à des vagues et du Parti Socialiste et de l'UMP. C'est au fond une véritable sociologie électorale qu'il faut convoquer ici si l'on veut comprendre quelque chose à ce qui vient de se passer. À propos d'immunité, je vous propose de voir cet encadré signé de Sylvie Bosquero et de Jean Perrier. Parlementaire, c'est une sorte de parapluie que la République prête à ses héros le temps d'une législature. L'idée, c'est bien d'abriter chaque député des foudres de la justice pendant la durée de son mandat pour garantir son indépendance, mais uniquement pour ce qui concerne les actes liés à l'exercice de ce mandat. Autrement dit, si un député arrache le sac d'une vieille dame, même si c'est dans sa circonscription, il ira en cabane. En revanche, s'il prétend à tort que l'un de ses adversaires politiques a une haleine de chacal et une moralité de Dalton, il sera couvert par son immunité jusqu'à la fin de son mandat où il aura alors intérêt à courir très vite. L'immunité parlementaire a deux volets. D'une part, l'irresponsabilité qui couvre tous les actes parlementaires du député et d'autre part, l'inviolabilité qui permet d'éviter que le député ne puisse pas faire correctement son job à cause d'une procédure judiciaire quelconque.
attention, l'immunité parlementaire d'un député n'est pas non plus une cotte de maille en téflon. Elle peut être levée par les autres députés, soit à la demande de la justice, soit à la demande du député lui-même. Ça s'est déjà vu, pas souvent, mais ça arrive. La suite de cette soirée consacrée au deuxième tour de l'élection législative avec de nouveaux résultats et Grégoire Bouscambert. Oui Isabelle, nous partons tout de suite en Ile-de-France, dans le département des Hauts-de-Seine et la deuxième circonscription. Le maire socialiste d'Asnières, Sébastien Pietrasanta, pouvait ravir le siège du sortant UMP. A noter que Ramayad, ancien ministre des Sports, avait été éliminé ici dès le premier tour et vous le voyez, c'est donc le candidat socialiste qui a été élu ce soir. Nous partons en région Rhône-Alpes, en Isère, première circonscription. La députée sortante et ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fiorasso, était en position de force pour l'emporter. Elle l'a donc remporté sans problème avec 58,34% des voix et peut donc rester au gouvernement. Enfin, direction la Haute-Normandie, nous partons dans l'Eure, 5e circonscription. Le député UMP sortant, Franck Gillard, devrait retrouver son siège sans trop de difficultés puisqu'il était en ballottage favorable face au candidat du Front National. Et c'est le cas, vous le voyez, il a été élu avec 60,41% des suffrages. Merci à vous Grégoire Bouscambert. On écoute maintenant la réaction de François Fillon. L'ancien Premier ministre a été élu ce soir à Paris. Il parle du renouvellement de l'UMP. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Nous devons nous renouveler, nous devons repartir à la conquête. Et ce soir, l'Union pour un mouvement populaire a un triple devoir. D'abord, préserver son unité, parce que rien ne serait pire dans ce contexte qu'une division de notre famille politique. Ensuite, il nous revient de donner à nos concitoyens et à nos militants la fierté de se reconnaître dans les valeurs qui sont les nôtres. Et enfin, nous devons incarner, face à la gauche, une véritable alternative, tant sur le plan politique que sur le plan intellectuel. Voilà mes amis, le temps du combat pour la reconquête commence, il commence ce soir et je veux vous dire que pour ma part, j'y contribuerai de toutes mes forces au service de la France et au service de la République. Voilà, je crois que c'est clair, Olivier Hill, il sera candidat à la présidence de l'UMP à l'automne prochain. Oui, il le sera et il a, par ces quelques mots, signalé comment il va se démarquer de son rival Jean-François Copé. La question du renouvellement, la question de l'unité met directement le doigt sur le problème de la stratégie. On en a beaucoup parlé lors de ce scrutin. Ni ou bien doctrine républicaine classique, c'est-à-dire la discipline républicaine, le front républicain. C'est aussi un débat qui va être très vif lors des prochains scrutins municipaux, car François Fillon le sait, sera aussi un des acteurs de cette nouvelle campagne qui s'ouvre dès ce soir. Et sur ces deux terrains, il va falloir à la fois se démarquer et puis en même temps marquer quelques positions claires. Merci Olivier. Tout de suite, Stéphanie Larion, les réseaux sociaux et surtout la une de Libération demain. Voilà, je voulais vous montrer ça, c'est un tweet de notre confrère de France 2, Laurent Delahousse, la une de Libération demain matin, Libération, la gauche royale, avec donc le PS qui obtient la majorité absolue à l'Assemblée. Merci à vous Stéphanie Larion. Maintenant, d'autres résultats, puisque nous en avons avec Grégoire Bouscambert. Oui, nous partons dans région Rhône-Alpes, dans le Rhône, plus précisément dans la première circonscription. Ici, le candidat écologiste Philippe Mérieux, qui était imposé par l'accord national PS et Europe Écologie Les Verts, a été éliminé. Du coup, le candidat Thierry Braillard, activement soutenu par le maire Gérard Collomb, se retrouvait en bonne position pour ravir le fauteuil du sortant Michel Avrard. Et vous voyez, c'est le cas, puisque Thierry Braillard a été élu avec près de 54% des voix. Direction Midi-Pyrénées, et puis nous partons en Haute-Garonne, dans la 10e circonscription. Kader Arif, ministre des Anciens Combattants, candidat socialiste, était en ballottage avec le candidat UMP. Il a donc été élu avec 57,78% des voix. Il peut donc rester au gouvernement. Je vous propose à présent de voir une répartition en sièges de la future Assemblée. Et vous le voyez, la gauche a donc une majorité absolue avec 300 sièges à peu près. L'UMP 200 sièges. À noter 2 députés Front National qui font donc leur entrée au Palais Bourbon. Et vous voyez également que le Front de gauche dispose de 13 députés. Voilà les chiffres que je pouvais vous donner ce soir. Sophie Pam. Merci Grégoire Bouscambert pour ce clin d'œil à nos collègues de la nouvelle édition de Canal+. Olivier Hill, un mot sur cette projection ? Alors cette projection montre combien, pour le Parti Socialiste, ce scrutin aura été une ratification, une sorte de 3e tour de l'élection présidentielle. Oui, le chef de l'État dispose désormais d'une majorité large, cohérente, qui va pouvoir soutenir l'effort du gouvernement. Les petits partis ont beaucoup souffert lors de ce scrutin. La bipolarisation a été très puissante. Elle a éliminé des voix qui pouvaient sembler marginales. Au fond, l'expressivité a perdu du terrain.
au profit d'un vote utile, d'une efficacité qui a été ravageuse lors de ce double tour de scrutin. Merci beaucoup Olivier Hill, merci à Grégoire Bouscambert, à Stéphanie Larion, merci à tout le personnel technique de France 3SAT, aux journalistes, aux responsables d'édition, aux rédacteurs en chef adjoints et aux rédacteurs en chef. Merci, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le National avec Carole Gessler et Francis Letellier. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.